Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 22 heures au sommaire de l'actualité. Le chef de l'État a reçu aujourd'hui le président du Conseil constitutionnel djiboutien, M. Abdi Ibrahim Absi, accompagné des principaux responsables des cadres de cette institution. Toujours dans l'actualité nationale, des mesures rigoureuses pour une riposte efficace ont été prises aujourd'hui lors d'une réunion avec le Premier ministre. Et enfin, dans l'actualité internationale, le Real Madrid fait match nul contre Chelsea en Ligue des Champions. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Je vous le disais dans le titre, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui le président du Conseil constitutionnel djiboutien, M. Abdi Ibrahim Absi, accompagné des principaux responsables et cadres de cette institution. Cette audience s'inscrit dans le cadre d'une tradition établie où les membres du Conseil constitutionnel sont à l'issue des scrutins de notre pays reçus pour, entre autres, remettre au chef de l'État les résultats définitifs des élections. Prestigieuse institution, le Conseil constitutionnel concourt à un rang efficient dans l'affirmation et le renforcement de la pratique démocratique de notre pays. Outre sa mission de faire valoir la conformité des lois à la norme juridique suprême, en l'occurrence la Constitution, l'organe fait également office d'instance arbitrage assignant les différents pouvoirs exécutifs et législatifs à leurs domaines respectifs et d'intervention. Lors de cette audience, le secrétaire général de la présidence, M. Mohamed Abdillahi Ouaïs, et le directeur du cabinet de la présidence, M. Mohamed Sader, ont pris part à cette audience. Et je vous le dis dans le titre, la réunion de haut niveau regroupant plusieurs départements et institutions en charge de la lutte contre la pandémie poursuivent toujours ces consultations et des concertations pour une réponse efficace contre le Covid-19, présidées par le Premier ministre, M. Abdelkader Khan Mohamed, en présence des ministres de la Santé, Mohamed Ouarsama Dirie, de la Communication, Redouane Abdillahi Badon. La seconde réunion du comité de riposte a vu la participation des médecins civils et militaires, des hauts responsables de l'administration centrale, tous mobilisés pour réduire la circulation du virus dans notre pays. Pour infléchir la courbe, les participants ont proposé de redynamiser la stratégie déjà en place et augmenter la phase de vaccination pour la population. Ils ont souligné l'importance d'évaluer la pandémie tout en élargissant les sites de diagnostic et l'amélioration de la prise en charge. La sensibilisation de la population, c'est un élément essentiel dans la riposte et les participants ont demandé à préparer une communication adaptée et efficace, soutenue avec pour objectif la remobilisation de la population pour un front commun face à la pandémie. Ils ont discuté des engagements pour élargir le site des dépistages et renforcer les prises en charge efficaces, la définition tout en améliorant et fixant les priorités pour l'accès à la réanimation, les modalités pour des opérations d'urgence sanitaire, l'élargissement des tests Covid efficaces sur l'ensemble du territoire, les règles d'éligibilité pour l'isolement, les ports des masques, les règles de circulation dans les transports en commun et la réduction des attroupements seront fortement contrôlés en cette période d'approche des fêtes de l'Aïd, mais surtout pendant la prière. Les procédures d'entrée sur le territoire sont déjà interdites pour les voyageurs en provenance des pays à haut risque comme l'Inde ou l'Afrique du Sud. Rappelant que les participants ont souligné la vaccination, un des seuls remèdes qui, à l'heure actuelle, avec le geste barrière et la distanciation, pour juguler le virus du Covid-19. Dans son intervention, le Premier ministre a insisté pour remettre en route une communication pour que la population vienne en nombre dans le centre de vaccination. Faute d'État va éviter pour favoriser et augmenter le nombre de personnes vaccinées. Enfin, la discussion du comité d'urgence de lutte contre le Covid-19 ont porté sur le stock d'approvisionnement pour une prise en charge complète, rappelons-le, efficace des malades du Covid-19. Le comité va continuer son travail avec pour objectif la mise en concrète d'un plan de riposte. Eh bien, pour nous en parler plus, nous avons avec nous Dr Hussein. Bonsoir docteur. Bonsoir. Eh bien, le Premier ministre, comme d'habitude, a tenu la réunion de haut niveau regroupant plusieurs départements, rappelons-le, et institutions en charge de la lutte contre le Covid-19. Poursuivons toujours ces consultations et des concertations pour une réponse efficace contre le Covid-19. Eh bien, Dr Hussein, qu'en est-il de la situation actuelle dans le pays? Merci beaucoup. Avant de rentrer dans le vif du sujet, d'abord situons actuellement au niveau mondial, nous avons ce qu'on appelle une deuxième vague. Donc ça sous-entend qu'il y a beaucoup plus de malades qui sont infectés par le Covid-19.
Donc au niveau mondial, actuellement, plus de 149 millions au total ont été touchés, avec globalement 3,14 millions de décès qui sont imputables actuellement au Covid-19. Elle est beaucoup plus accrue actuellement au niveau de l'Afrique de l'Est, surtout dans la région de la Corne de l'Afrique, de la région de l'IGAD, où nous sommes confrontés à une deuxième vague, probablement due à ce variant. Et à ce jour, nous avons à Djibouti donc, une baisse des cas, une baisse de positivité. Nous sommes passés de 28%. Actuellement, nous sommes dans une période d'accalmie qui est de 10%. Cette période d'accalmie, malheureusement, nous avons au total 142 décès imputés actuellement au Covid-19. Eh bien, docteur Hussein, quelles sont les mesures qui ont été prises lors de cette réunion avec le Premier ministre? Le plus important, c'était d'abord de voir et surtout d'activer le comité qui avait pris en charge la première vague du Covid-19. Donc, dans le cadre de ce processus, plusieurs comités ont été mis en place, à savoir un comité chargé de la prise en charge, c'est-à-dire à l'harmonisation des protocoles au niveau national, que ce soit au niveau du public, du parapublic et du privé, premièrement. Deuxièmement, c'était la coordination au niveau de tout ce qui est gestion du flux des entrées, donc au niveau des portes d'entrée maritimes, terrestres, aériennes, où des mesures ont été prises. Troisième point, c'était tous les axes locaux par rapport à ce qui concerne la gestion des intrants, la gestion au niveau des pharmacies, au niveau de tous les intrants utilisés dans le cadre de la prise en charge Covid-19. Cette action, ces activités se sont déroulées sur 2 jours de colloques, des concertations de toutes les parties prenantes et ont abouti à certaines solutions. La première solution, c'est d'abord d'éviter à ce que les malades partent en réanimation. Nous sommes contraints à une deuxième vague avec probablement des variants qui existent actuellement. Et ces variants amènent à ce que les malades partent, ceux qui ont des comorbidités. Ça veut dire que les patients qui ont d'autres maladies, des maladies lourdes, comme le diabète, l'obésité, les problèmes cardiaques, les problèmes de maladies métaboliques, ont facilement plusieurs signes. Donc, actuellement, nous exhortons à ce que toute la population qui ont des signes pulmonaires ou des signes digestifs, ça veut dire des diarrhées intenses, d'aller au centre de santé le plus proche et un cadre de concertation a mis en place un protocole au niveau national harmonisé avec des outils adaptés qui permettent aux médecins généralistes qui sont au niveau des urgences de pouvoir pallier et de pouvoir facilement reconnaître quels sont les signes rapide et à partir du quand faut-il hospitaliser le malade. Il faut comprendre que ce malade qui est hospitalisé, qui est en hypoxie, ça veut dire qu'il a besoin d'oxygène qui tout, qui a du mal à respirer avec une gêne respiratoire. Ces patients ont un besoin accru en oxygène. Plus la prise en charge précoce est mise en place et plus nous avons la possibilité de faciliter et de sauver le patient et surtout de retarder parce que la majorité de nos concitoyens arrivent à un stade tardif. Le deuxième point, surtout, une fois que le protocole est harmonisé, c'est au regard du règlement sanitaire international, quels sont les éléments précoces. Les éléments à mettre en place, c'est d'abord la gestion des flux d'entrée. Et de deux, une fois qu'au niveau des flux d'entrée, parce qu'il y a d'autres variants qui circulent actuellement en Inde, qui sont donc le virus a muté 2 fois, ce qui amène en fait, lorsqu'on parle qu'un virus qui a muté, c'est un virus qui est beaucoup plus contagieux. Auparavant, le R0, c'est-à-dire la capacité de contaminer toute une famille, elle était de 2 à 3. Lorsqu'un virus pénètre dans une famille, il contamine 2 à 3 personnes. Actuellement, le virus peut contaminer 8 à 12 personnes, pratiquement toute la famille et tous les sujets contacts. Donc on fait face à un virus qui est beaucoup plus contagieux, on fait face à un virus qui est beaucoup plus virulent, qui peut facilement aller directement aux problèmes respiratoires, amener soins intensifs et amener le malade en réanimation, c'est qu'il soit intubé. Donc nous exhortons que l'une des mesures parmi pourquoi on dit les gestes barrières sont efficaces et surtout la vaccination. Pourquoi? Parce que la vaccination en tant que telle n'est pas un remède. La vaccination permet d'éviter et d'aller à la forme grave. Donc c'est pour ça que ces mesures ont été mises en place. Mais ces mesures vont être, à travers un point de communication, à travers ce qu'on appelle le risk communication, vont être divulguées au niveau national à travers des formations de différents sites et harmonisées au niveau de toutes les structures sanitaires afin d'apporter une meilleure riposte et d'éviter à ce que nos concitoyens décèdent. Merci, Dr Hussein. Et pour rappel, les gestes barrières et la distanciation sociale sont les meilleurs remèdes pour éradiquer le Covid-19 dans notre pays. Donc, merci, docteur. Je vous en prie.
On reste toujours dans cette pandémie où le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport a lancé hier soir, dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19, une vaste campagne de sensibilisation au profit des femmes leaders au travers des conseils communautaires institués dans les différents CDC de la capitale. Le thème de la sensibilisation a porté essentiellement sur le respect des gestes barrières tels que le port des masques, le lavage des mains, la distanciation. Cette sensibilisation est animée par le chef des services plutôt, Ahmed Ali Ahmed. L'objectif des ateliers de sensibilisation à travers la plateforme phare d'intégration sociale du secrétariat d'État à la jeunesse sport est de contribuer fortement aux efforts de prévention nationaux visant à contenir la propagation de cette pandémie du siècle qui fait déjà des ravages chez nous, emportant plusieurs dizaines de personnes. Tout à fait autre chose sous la présidence du président de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a tenu une réunion de la conférence des présidents en vue de transmettre les projets de loi en instance aux différentes commissions permanentes. Cette conférence tenue rigoureusement avec les mesures barrières et la distanciation sociale a vu la présence et la participation du gouvernement représenté par le Premier ministre, M. Abdelkader Kal Mohamed. En outre, la seconde vice-présidente du Parlement, le président des commissions permanentes et la rapporteure générale du budget ont également pris part à cette réunion. La conférence des présidents a transmis aux commissions permanentes compétentes les projets de loi numéro 126 de l'année 2021 portant ratification de l'accord financement pour la centrale électrique de Demirjouk et l'extension du transport des réseaux. Et le projet de loi numéro 127 de la 21e législature, 8e législature plutôt de l'année 2021, remplaçant la loi numéro 42 de l'année 99 de la 4e législature portant création d'un établissement public dénommé Radio-Télévision de Djibouti. En dernier lieu, le président de l'Assemblée nationale a précisé que l'ensemble de ces projets, comme ceux en instance devant les différents organes d'analyse, devraient être traités courant la quinzaine du mois du Ramadan pour que les institutions parlementaires en formation collégiale puissent statuer. Direction d'Ikil, où dans le cadre de développement mutuel communautaire intégré à travers l'autonomisation des femmes, une délégation composée de hauts cadres du ministère de la Femme et de la Famille, des représentants de l'UNFD, de Salam Bank, conduite par Mme Saïda Moussa, conseillère technique auprès de la ministre de la Femme et de la Famille, s'est rendue à Dikil, hier à Dikil, pour poursuivre les tournées de remise des chèques aux autres matériels aux bénéficiaires des différents programmes de projets mis en œuvre par le ministère de la Femme et de la Famille. La délégation a été accueillie par les habitants de la région. Après les civilités habituelles, les intervenants se sont succédés au micro pour parler de l'objectif de cette rencontre et cette importance sont respectivement le président du conseil régional, Abdelrahman, le préfet Aden, le représentant de Salam Bank, le représentant de l'UNFD, Mme Mariam, la conseillère technique, Mme Saïda Moussa, qui se sont relayés au micro pour des brèves allocutions. Il faut préciser qu'à la remise de chèque d'un montant respectif de 50 000 francs pour les mutuelles communautaires et de 1 475 000 francs de Djibouti pour les 10 jeunes filles porteuses de projets. Il y a lieu de signature des agréments entre Salam Bank et les bénéficiaires des caisses de crédit. La cérémonie fut clôturée par la remise des attestations et des formations des jeunes entrepreneurs. Au sud, à présent, à Ali Sabié, précisément dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumine Ahmed Hassan, a procédé hier matin à Ali Sabié à la remise d'un chèque d'un montant d'1 460 000 francs à 10 jeunes filles aux opportunités de création d'activités génératrices de revenus et d'emplois. Ces projets visent à financer des programmes destinés à encourager les femmes et les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat avec l'appui technique et financier de l'UNFPA et l'Union européenne. La cérémonie de remise a vu la participation de Mme la représentante de l'UNFPA à Djibouti, Mme Aïcha Ibrahim, du secrétaire général du ministère de la Femme et de la Famille, Mme Anissa Hassabadon, du représentant de la Banque de Salam, ainsi que l'Union européenne, le préfet adjoint et le président du conseil régional. Retour à Djibouti, où la République de Djibouti a célébré aujourd'hui la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Cet événement a eu lieu à la salle de conférence de la Bibliothèque et des Archives nationales. Organisé sous l'égide du ministère de la Culture et des Biens Ouarf, cet événement organisé conjointement par la Bibliothèque et les Archives nationales et l'Office djiboutien des droits des auteurs a vu la présence du ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Ouarf, M. Moumin Hassan Barre, du directeur général de la Bibliothèque nationale et des Archives nationales, M. Gued Hassan Elmi,
la directrice de la Bibliothèque nationale, Mme Kaltoun Mohamed, du directeur général d'ODA, M. Idriss Moussa Ahmed, et la présence notamment des écrivains ainsi que de hauts responsables du ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des biens Warf. Par la suite, la cérémonie a commencé par la traditionnelle lecture du Saint-Coran, suivie de l'hymne national, puis ce fut au tour de Moumi Hassan Bared de prononcer un discours solennel entre langues. Puis les écrivains invités ont tour à tour pris la parole pour présenter leurs livres choisis pour l'occasion. Enfin, la cérémonie s'est clôturée par une visite guidée des locaux de la Bibliothèque nationale au profit des jeunes étudiants. Et bien, dans son allocution, le ministre s'est dit réjoui de tenir cette première activité culturelle au sein de cet imposant édifice qui est la Bibliothèque nationale, fruit de la réalisation du président de la République, son Excellence Ismaël Marguerite, qui a doté notre pays d'une aussi prestigieuse institution qui mérite d'être préservée car elle est un patrimoine commun. Pour moi, un immense plaisir de vous accueillir au sein de ces hauts lieux de la culture, de la connaissance et du savoir qu'est la Bibliothèque nationale, nouvelle institution dans notre paysage culturel qui traduit la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'instaurer la société de la connaissance. La cérémonie d'aujourd'hui est dédiée à la célébration de la Journée internationale du livre et des droits d'auteur. Cet événement est l'occasion de valoriser davantage les œuvres littéraires produites dans toutes les langues maternelles et officielles de notre pays. Cette production en afar, en arabe, en somali, en français, est le reflet de notre diversité culturelle qui constitue en même temps notre richesse et le ciment de notre cohésion sociale fondée sur la culture de la paix, de l'échange et de l'ouverture. La célébration de la Journée internationale du livre et droit d'auteur est aussi l'occasion de promouvoir l'importance et la valeur de la lecture auprès de nos jeunes générations façonnées par les nouvelles technologies de la communication. Comme le dit un proverbe chinois, ouvre un livre et il t'ouvrira. Nous comprenons l'importance de la lecture et du livre comme outil de construction de soi, d'ouverture au monde et aux autres qui sont mis en exergue. Et je crois que cet aspect est en parfaite concordance avec les thèmes de cette année, lire pour ne pas se sentir seul. Cette journée représente aussi un moment opportun et privilégié pour rappeler la valeur éthique des œuvres de l'esprit et de la protection des droits d'auteur. Toute œuvre créative, confondue, initiée par nos artistes, écrivains, éditeurs, créateurs, dans le domaine des expressions culturelles, mérite de voir leurs œuvres protégées contre les abus et les utilisations préjudiciables. Conscient de la nécessité de protéger ces droits, mon département avait créé ODDA. Il s'agit d'une institution qui est le fruit de la sagesse du président de la République, son Excellence Monsieur Ismaël Omar Guelleh, qui a toujours plaidé pour la reconnaissance des droits des artistes et du créateur dans les domaines culturels, gage de progrès social. Autre actualité dans ces 22 heures, c'est aussi le ministre du Travail chargé de la réforme et de l'administration, M. Ismaël Ibrahim Roble, qui a reçu en audience aujourd'hui l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, accrédité en République de Djibouti, Jonathan Goodall-Pratt. Au cours de cette rencontre, le ministre et l'ambassadeur ont évoqué ensemble les axes prioritaires autour duquel s'articule la stratégie de la coopération avec l'ambassade américaine. Au menu discussion, le partage d'informations sur la politique de recrutement du personnel local et étranger au sein des entités américaines à Djibouti, le démarrage de la mise en œuvre du protocole d'entente conclu avec l'USAID et finalement l'appui de la réalisation des programmes de la nouvelle politique de l'emploi issus des travaux du Forum national de l'emploi de février dernier. Le ministre a mis en exergue les multiples instruments du ministère du Travail dans la lutte contre le chômage, tels que le service civique, les contrats d'aide à l'auto-entrepreneuriat et les programmes d'amélioration des employabilités, les formations professionnalisantes et linguistiques et le renforcement d'emplois publics dans les régions. La secrétaire générale du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, Mme Khadija Ibrahim Idriss, a reçu hier dans son bureau la représentante de l'ONG Linking and Aid,
M. Étienne Gaudia, dans le cadre d'une signature d'une convention de partenariat. Ont également pris part à cet événement le député Ismaël Selnassi, la directrice de la jeunesse du secrétariat d'État à la jeunesse au sport, Mme Kaltoum, la directrice des CDC, Mme Rokhia Hassan, et le directeur par intérim des régions du secrétariat d'État à la jeunesse au sport, M. Youssouf Abdallah. Il était question de mettre en place un programme de formation d'équipement et de matériel destiné aux structures des CDC. Pour rappel, l'ONG Linkins Aid International œuvre dans le domaine de la lutte contre la pauvreté en octroyant aux organismes communautaires des moyens qui leur permettent d'aider les plus vulnérables. L'Union de la presse francophone a lancé aujourd'hui à l'Institut des études diplomatiques de Djibouti les travaux d'un atelier de formation des journalistes djiboutiens sur leurs droits de l'homme. Cet atelier est organisé avec le soutien de l'UNESCO. Se déroulera du 27 au 29 et regroupera quelques 20 journalistes issus de la presse écrite et de l'audiovisuel. La cérémonie de lancement de cet atelier a vu la participation de la conseillère technique du ministre de la Communication chargé des postes et télécommunications, Aïcha Mohamed Robley, du secrétaire général de la commission de l'UNESCO à Djibouti, Mohamed Moussayabe, du président de l'Union de la presse francophone Djibouti, M. Kennedy Ibrahim. Durant les 3 jours de l'atelier, les journalistes se familiariseront avec les techniques d'ouverture et couverture des questions concernant le droit de l'homme. Mais aussi, il faut le reconnaître, c'est un sujet épineux. Avant de rentrer dans les détails, j'ai envie de dire que la problématique des droits de l'homme est une problématique atemporelle. Atemporelle dans le sens où, aujourd'hui, peut-être nous avons des textes sur lesquels s'appuyer, qui défendent et qui promeuvent les droits de l'homme, mais dans le passé, moi je suis absolument persuadé que les hommes se sont toujours battus pour leurs droits, d'une manière ou d'une autre, parce que les droits de l'homme, ce sont des droits liés intrinsèquement à la nature humaine. Ce n'est pas des cadeaux, ce n'est pas des faveurs. Donc, aujourd'hui, alhamdoulilah, avec le temps, nous avons des textes importants qui font consensus dans le monde. Et les spécialistes, je parle sous le contrôle des spécialistes, ces textes de référence, par exemple, je pense à la Déclaration universelle des droits de l'homme, je pense à la Déclaration africaine des droits de l'homme et des peuples, la charte plutôt africaine, je pense à la Constitution de notre pays tout simplement. Ce sont des textes sur lesquels vraiment on peut faire avancer les choses. Écoutons à présent le président de l'Union de la presse francophone. Vous le savez, les droits de l'homme est un sujet très important puisque c'est la base même de l'existence de l'être humain. Et les journalistes sont donc très bien placés pour les promouvoir quant à leur protection, et ils constituent, on peut dire, les gardiens pour tout ce qui est violation des droits de l'homme et tout manquement sur ce sujet très important. Comme vous le savez, dans notre pays, les droits de l'homme sont une priorité du gouvernement qui, à travers l'établissement d'une commission nationale dédiée à cette question, a pris ce sujet à bras-le-corps, car notre pays est un îlot de stabilité où les gens vivent en toute harmonie avec tous leurs droits et ils jouissent pleinement de leurs droits en tant que citoyens. Eh bien, voici les propos de la conseillère technique du ministère de la Communication et des Postes et Télécommunications lors des travaux de l'atelier de formation des journalistes djiboutiens sur le droit de l'homme. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous à l'occasion du lancement de cet atelier de formation des journalistes djiboutiens sur les droits de l'homme
organisé par l'Union de la presse francophone de Djibouti avec le soutien de l'UNESCO. Comme vous le savez, les droits de l'homme, universels, inaliénables, indépendamment de la condition sociale, de la religion, de l'ethnie ou de la nationalité, sont par définition universalistes et égalitaires, et les individus peuvent se prévaloir à tout moment face à la société et au pouvoir. En effet, tous les êtres humains aspirent, comme l'a si bien dit le secrétaire général, à la santé, à l'éducation, au savoir, à une existence sûre, à un emploi stable, à un revenu régulier, à mettre leur famille à l'abri des besoins, à exercer pleinement leurs responsabilités politiques et civiles, loin de tout système arbitraire, protégé des malheurs qui offensent leur dignité. Les droits de l'homme renvoient à des prérogatives individuelles, des normes et valeurs, reconnues généralement par la loi dans les constitutions des pays civilisés. Les journalistes jouent un rôle important dans la promotion et la protection des droits de l'homme, car ils sont les gardiens des libertés et des droits humains. De ce fait, leur mission au sein de la société est importante à plus d'un titre. Éducation, cette fois-ci, ou dans le cadre du projet DEGRA avec l'appui financier de l'USAID, en partenariat avec le MENFOP, afin de soutenir la lecture dans l'éducation de base à Djibouti. L'ONGP, elle est l'une des 2 ONG nationales recrutées pour sensibiliser et appuyer les APE et le CGE des écoles de Djibouti. Ville a organisé un festival de lecture et a mené des activités communautaires de sensibilisation pour la lecture. Cette ONG, l'ONGPL est responsable de l'organisation d'au moins du festival de lecture impliquant une large participation des communautés scolaires de 25 écoles des circonscriptions CFPE, Djibouti B, Djibouti C durant la période de subvention. À cet effet, l'ONGPL accompagnera et soutiendra le CGE des écoles et circonscriptions annexes, les lectures annuelles respectives et en faire un festival de lecture par une large participation de leur communauté scolaire. Et dans la page nécrologie, avant de clore l'actualité nationale, c'est avec une tristesse incommensurable que nous avons appris le décès de notre acteur et comédien, Feu Moussa Hassan, survenu ce matin à Istanbul, où le défunt a été évacué. Le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf adresse ses tristes et douloureuses condoléances à la famille du défunt Feu Moussa Hassan. Moussa a décédé le 27 avril en Turquie. Né à Asaïla en 1958, le défunt a évolué de 1976 en interprétant son premier personnage dans le théâtre et a continué à marquer le domaine de la culture. Il nourrissait de la passion intarissable pour le théâtre en interprétant des pièces de renommée, Molière et bien d'autres. Il a été un des fondateurs des grands metteurs en scène de la troupe de la Voix de l'Est et a assuré la renommée du théâtre national. Feu Moussa Hassan Moussa a brillé dans le cinéma djiboutien et international en jouant dans des films célèbres. Le défunt s'est toujours distingué par la qualité de ses prestations artistiques. Feu Moussa a formé des générations de jeunes acteurs et artistes en contribuant au développement des arts djiboutiens. Le défunt avait une longue carrière au bout de laquelle il avait tiré son épingle du jeu avec la décoration de la palme de la culture plutôt. Parallèlement, il fut chef des services du patrimoine culturel au sein du ministère de la Culture et des Biens Waqf de 2004 à 2018, année de départ pour sa retraite. Feu Moussa a toujours été un pilier de la culture nationale, très social, était apprécié pour sa générosité, sa solidarité, son ouverture d'esprit ainsi que son patriotisme en ces circonstances douloureuses. Le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf adresse ses douloureuses condoléances à la famille du défunt, que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et dans l'actualité internationale, je vous le dis dans le titre, dominé dans le jeu, le Real de Madrid a concédé le match nul à domicile face à Chelsea lors du demi-finale aller la Ligue des Champions 1-1. Le match retour pour le départager aura lieu le 5 mai prochain face au Chelsea de Thomas Tuchel. Le Real de Madrid de Zinedine Zidane n'a pu faire qu'un match nul à domicile au match aller
les demi-finales de la Ligue des Champions. Un résultat satisfaisant, pourtant les Madrilènes ont paru dépassés par le bloc londonien. Les Blues, quant à eux, peuvent se satisfaire d'un avantage pris en vue d'une qualification en finale. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.